Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je sais pas trop comment j'aurais appelé cette vidéo, mais en gros, aujourd'hui je voulais faire un top 5 à la base. Donc j'ai été sur la page Goodreads avec les top 5, etc. Et je me suis rendu compte que depuis 2025, elle n'avait pas été mise à jour. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'infos, j'ai pas trouvé d'infos, mais en tout cas, il n'y a plus de nouveau top 5 de proposer sur cette page, ce qui me perturbe un petit peu parce que moi j'aimais bien. Je les faisais pas toutes les semaines, etc. Mais quand je voulais faire un top 5 en vidéo, c'est là-bas que j'allais le chercher. Bref, du coup je suis remontée sur les années d'avant, etc. jusqu'à 2019, il me semble. Mais j'ai pas vraiment trouvé de top 5 qui me plaisait. Ceux qui me plaisaient, je les avais déjà fait. Alors il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y en a un par semaine de proposer depuis 2019. Mais il y en a pas mal qui reviennent aussi. Parfois il y a des top 5 avec des couvertures de couleurs, ce que je trouve pas forcément intéressant. Même si j'ai pu le faire déjà, mais je trouve pas ça forcément... Enfin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus à faire. Et donc j'ai pas trouvé de top 5. J'en avais trouvé un qui sont les titres négatifs. Et en regardant dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte que certes, j'avais des livres tristes, j'avais des livres qui parlaient de choses vraiment pas cool, mais le titre en lui-même est positif. Du coup, ça n'allait pas pour le top 5. Et puis j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette... En fait, je me suis souvenu qu'à un moment donné, il y a peut-être 3, 4, 5 ans maintenant, tous les ans, en début d'année, j'avais une liste sur mon ordinateur des livres à lire dans sa vie. Il y avait plein de choses, plein de livres dans cette liste évidemment, et tous les ans, en début d'année, je regardais si j'avais lu des livres de cette liste. Au cours de l'année, c'était pas un challenge, mais à chaque début d'année, je regardais si l'année d'avant, j'avais lu ces livres ou pas. Et je le fais plus depuis un certain temps, j'ai pas retrouvé cette liste sur mon ordinateur. Et puis je me suis dit, bah, je vais regarder les livres les plus vendus au monde. C'est un truc qui est déclinable, hein, si ça vous intéresse. Je pourrais faire les livres les plus vendus genre en 2024, en 2023, etc. Parce que là, il y a quasiment que des très très vieux livres, évidemment. D'ailleurs, les 3 premiers, je vais pas m'étendre dessus, je vais quand même les citer parce que c'est les 3 premiers de la liste. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est les 3 premiers de la liste. Franchement, c'est un truc que j'ai jamais compris. Mais c'est pas très grave. J'ai essayé de chercher une liste où ils sont pas dedans, mais peu importe la liste, ils sont toujours dedans. Là, la liste que j'ai prise, c'est la liste qui est sur le site Sens Critique. Je vous remettrai en barre d'infos le lien de ce site-là et le lien des livres que je vais citer, sauf les 3 premiers, parce que j'ai pas envie de les mettre. Mais bref, et donc en gros, voilà, je vais regarder cette liste, savoir si j'en ai lu, si j'en ai pas lu. Alors je l'ai un petit peu regardé avant de faire la vidéo pour savoir si ça pouvait être intéressant. Il y a principalement des grands classiques d'à peu près tous les genres. Peut-être que ça fera des livres que je vais acheter. Ma palle n'a pas forcément besoin de ça en ce moment. Bah écoutez, c'est pas la fin du monde non plus. Donc les 3 premiers dans l'ordre, c'est la Bible, le Coran et le petit livre rouge. Comme je l'ai dit, je les cite simplement, je ne vais pas épiloguer dessus. J'ai lu aucun de ces 3 livres et je compte lire aucun de ces 3 livres. Voilà, c'est tout. En numéro 4, on a un livre qui date de 1615 et qui est Don Quichotte, ou Don Quichotte, je sais jamais si on dit le hot ou pas. Bref, qui a écrit ça? Je ne sais même pas qui a écrit ça. De Miguel de Cervantes. J'ai jamais lu ce livre-là. Je crois que j'avais essayé à l'école ou je sais plus et j'avais rien compris au début. Je sais même pas de quoi il parle ce livre. Il faudrait que je me renseigne dessus. On est à une vente supérieure à plus de 500 millions d'exemplaires. Il date de 1615 donc. Voilà. Et je pense que c'est un livre qui est étudié pas mal en cours, etc. Moi, de mémoire, je ne l'ai pas étudié. En fait, je sais plus. Soit j'ai tenté de le commencer et j'ai rien compris au début, soit je confonds et j'ai jamais tenté Don Quichotte. Mais je crois que j'avais tenté, je sais plus. Faudrait que je retente. Ça peut faire partie aussi des livres que j'emprunte à la bibliothèque par exemple, parce que jusqu'à maintenant j'ai emprunté que des graphiques à la bibliothèque. Mais peut-être que pour ces livres où je suis pas sûre, je pourrais les emprunter plutôt que de les acheter, même d'occasion. Vous voyez, ça pourrait être une bonne idée, je ne sais pas. Le numéro 5, je ne le connais même pas, je n'en ai jamais entendu parler, il date de 1859 et donc c'est un conte de Deville et c'est de Charles Dickens. Franchement, je ne connais pas un conte de Deville de Dickens, je connais pas. Moi je connais un chant de Noël, alors est-ce que c'est un chant de Noël, enfin je sais pas. Je sais pas. Sorti le 1er novembre 1859. Vente supérieure à 200 millions d'exemplaires. Très bien, mais je connais pas. Attendez, je vais aller chercher les résumés. J'ai un peu regardé et en fait, c'est pas forcément... Enfin, c'est un conte de 2 villes, mais il y a aussi une traduction qui existe qui est le conte des 2 cités. Et effectivement, le conte des 2 cités, ça me dit
un peu plus quelque chose. Et en gros, c'est une histoire apparemment très triste. C'est ce qui a été reproché dans les critiques, en tout cas à Dickens. C'est l'histoire d'une jeune fille orpheline qui va se rendre compte que en fait son père est toujours vivant. Et il y a pas mal de problèmes. On est en 1775 de mémoire, je crois, à Londres évidemment, puisque c'est Dickens, vous voyez. Mais oui, apparemment on est sur une histoire très triste, un truc très sombre qui correspond à une période pas ouf de la vie de Dickens apparemment. Mais le conte des deux cités, effectivement, ça me dit quelque chose. Et je trouve bizarre, vous voyez, qu'en 5ème position, enfin, que le premier Dickens le plus vendu, ça soit pas un chant de Noël, ça soit celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bizarre. Bref, un chant de Noël, j'ai essayé, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Peut-être que j'essaierai le conte des deux cités, mais vu le résumé et vu ce que j'ai lu, franchement là, j'ai pas trop envie de le lire, je vous avoue, ça a l'air quand même triste, juste pour être triste, d'après ce que j'ai lu, vous voyez. Je suis pas sûre. Mais bon. En 6ème et 7ème position, nous avons des livres de Tolkien, évidemment. Donc en 6ème position, c'est Le Seigneur des Anneaux, ils se sont pas fait chier, ils ont mis l'intégrale. Sorti en 1955, sachant que Le Seigneur des Anneaux date d'avant, c'est juste que je pense que c'est l'intégrale qui date de 55. Bref, vendu à 150 millions d'exemplaires quand même. Alors, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, je le dis tout le temps, j'ai lu 2 tomes et demi du Seigneur des Anneaux parce que je trouve le style de Tolkien extrêmement lourd à lire, extrêmement long à lire. On va pas se mentir, je suis désolée, mais un peu chiant à lire. L'histoire est cool, l'univers est dingue, on parle de fantasy adulte, le Seigneur des Anneaux, quoi. Tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux, notamment les films, etc. Mais alors à lire, vraiment, c'est des descriptions interminables, des forêts où on te décrit chaque arbre un par un, j'exagère à peine. Vraiment, lire du Tolkien, c'est lourd, c'est long. Et ce qui m'a gonflé, en fait j'ai lu les 2 premiers tomes du Seigneur des Anneaux, et ce qui m'a saoulé au début du 3e tome, c'est que j'ai lu donc la moitié du 3e tome, et le porteur de l'anneau n'est pas là. On a un demi-tome entier censé conclure la saga du Seigneur des Anneaux, sans le porteur de l'anneau. Ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a saoulé de ouf. Et donc, j'ai jamais fini Tolkien. En plus, ces livres-là sont également très défoncés. Ils sont vraiment dans un état catastrophique parce que j'ai dû les trimballer avec moi. Je me rappelle plus trop, mais j'ai dû les trimballer et j'ai dû mettre surtout des semaines, des mois à les lire, chacun. Vraiment, voilà, c'est tout. Et donc, le 7ème, c'est Bilbo. Bilbo le Hobbit, donc sorti en 1937 et vendu à 140 600 000 exemplaires. Le Hobbit, par contre, j'ai adoré, vraiment. J'ai lu le Hobbit après avoir lu Le Seigneur des Anneaux. Alors déjà, le Hobbit, on est sur un seul livre, plus petit que chacun des tomes du Seigneur des Anneaux. Donc on a une histoire en un seul livre qui est assez court quand même. Et vraiment, j'ai adoré le Hobbit. Je me rappelle, je travaillais pas à ce moment-là. Je sais plus si j'étais en vacances de la fac ou autre, ou si j'étais entre la fac et le boulot et que je faisais rien. Mais je crois pas. Bref, et en fait, le challenge c'était de lire un chapitre par jour. Et j'ai lu un chapitre par jour du Hobbit, du Hobbit, jusqu'à le lire en entier. Et j'ai adoré faire ça. Vraiment, j'ai adoré lire ce livre de cette manière-là. J'en ai parlé dans une autre vidéo il y a pas longtemps. Je sais pas si pour vous elle sera sortie. Mais voilà, vraiment j'ai adoré le Hobbit. Si j'ai un Tolkien à vous recommander, c'est celui-là. Je sais qu'il a écrit une histoire qui se passe au moment de Noël. Faudrait que je l'achète et que je la lise au mois de décembre parce que ce serait bien. Bon, là, ceux qui sont dans le top, je les ai déjà lus donc je vais pas les lire, mais j'aimerais bien lire celui qui se passe à Noël, là, les lettres de je sais plus quoi, là, un truc comme ça. Faudrait que je l'achète. Le suivant, c'est Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry que j'ai lu il y a pas hyper longtemps. En vrai, je l'ai lu, j'avais déjà ma chaîne, j'étais déjà adulte. Moi, c'est pas un livre que j'ai découvert dans mon enfance, c'est pas un livre que j'ai lu et relu, etc. C'est même pas un livre que j'ai dû lire pour l'école. C'est un livre que j'ai lu il y a pas hyper longtemps. Et le problème que j'ai avec Le Petit Prince, c'est que tout le monde l'adore, tout le monde l'encense. Il y a des gens qui le lisent, qui le relisent chaque année, qui le recommandent, qui l'adorent, qui trouvent ça absolument merveilleux, absolument fantastique. Et moi je l'ai lu, et je l'ai fini en mode... ouais. C'est pas nul, loin de là, c'est très mignon à lire, c'est très sympa, mais je comprends pas l'engouement autour de ce bouquin-là. Il y a pour moi des livres qui sont bien meilleurs que celui-là,
Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas l'engouement autour du Petit Prince. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens le lisent et le relisent et le re-relisent chaque année, tout le temps. Je comprends pas. Je comprends pas l'engouement autour de ce bouquin-là. C'est pas qu'il est pas bien, c'est pas qu'il est pas intéressant, c'est juste que pour moi, il est extrêmement surcoté. Vraiment. Et bon, c'est pour moi qui décide, et donc il s'est vendu a priori à 140 millions d'exemplaires. Voilà. Le 9e, tout le monde le connaît, il est sorti en 1943, pardon, je vous ai pas dit pour le Petit Prince. Le 9e, je pense que tout le monde le connaît, qu'à peu près tout le monde l'a lu. Il s'est quand même vendu à 120 millions d'exemplaires. Et on est sur Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, sorti en 1997. Voilà, j'ai lu Harry Potter, j'ai même relu Harry Potter. Honnêtement, je trouve ça ouf que la saga entière ait été autant encensée parce que pour avoir lu Harry Potter, il n'y a pas tant d'années que ça. Oui, c'est une bonne saga, oui, c'est des bons films, oui, c'est une bonne histoire, etc. Tout ce que vous voulez. Même avec tout ce que fait l'autrice aujourd'hui, on peut pas nier que la saga en elle-même est quand même très cool. C'est vrai. Maintenant, elle n'avait pas besoin de faire autant de tomes sur la saga. 7 tomes, c'est beaucoup trop. Les tomes 3, 4 et 5 sont beaucoup trop longs. Vraiment. Mais bon, pour moi qui décide... mais vraiment, la fin du tome 3, la deuxième moitié du tome 3 est extrêmement longue. Le tome 4 est quasiment interminable. Alors le tome 5, j'en parle même pas. Le tome 5, c'est le préféré de beaucoup de monde. Moi, je comprends pas. Vraiment, pourquoi autant de pages? C'est le plus gros de toute la saga. Alors qu'il se passe quasiment rien dans ce tome 5. Vraiment, je suis désolée, mais il se passe rien dans ce tome 5. Pas compris. Vraiment, je... pas compris. Mais bon, écoutez, ça n'enlève rien au fait que c'est une excellente saga. Ensuite, on va reparler d'une autrice dont j'ai pareil parlé dans une autre vidéo. Pour vous, je ne sais pas si elle sera sortie. Je pense que oui. Donc, c'est Ils étaient 10, ou historiquement Les 10 petits nègres de Agatha Christie, sorti donc en 1939 et qui s'est a priori vendu à 100 millions d'exemplaires. J'ai pas encore lu Ils étaient 10 ou Les 10 petits nègres de Agatha Christie parce que je lis les Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés historiquement la première fois, etc. Et je suis pas encore arrivée à ce livre-là. Là, sur cette fin d'année, je vais essayer de lire un Agatha Christie un mois sur 2 parce qu'il faut vraiment que j'avance. Le problème que j'ai, c'est que parmi tous les livres que j'ai dans la palle de Agatha Christie, bah, je peux pas vraiment les lire parce que c'est pas les prochains que j'ai. Il faut que j'en rachète pour les lire avant de pouvoir lire ceux qui sont dans la balle. Pour les lire dans l'ordre. Mais bon, un jour j'arriverai au 10 petits nègres et un jour je lirai Ils étaient 10, pardon. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que c'est prévu un jour de lire. Quand? Je ne sais pas, dans probablement plusieurs années, mais ça va arriver un jour. Alors le suivant, j'ai dû regarder un peu sur internet, sur BookNote, etc. parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est Le Rêve dans le pavillon rouge, sorti en 1791, écrit par Cao Xeqin. J'écorche probablement le nom puisque c'est un auteur chinois. Et ce que j'ai lu là, c'est que c'est considéré comme l'un des 4 plus grands romans chinois au monde. Apparemment, c'est considéré pour Mao Zedong comme vraiment une référence en matière de littérature chinoise. Je pense que c'est pour ça qu'il est là dans cette liste, parce qu'il doit être beaucoup lu par les Chinois, il doit être imposé aux Chinois, je pense. Et j'arrive pas vraiment à trouver un résumé du livre, c'est juste écrit, un roman écrit au 15, 16, 17, 18e siècle, pardon, dans lequel prose et vers s'interlacent pour faire revivre une adolescence passée au milieu de jeunes filles dans une grande famille mandchoue. Je sais pas vous, mais personnellement ça ne me donne pas du tout envie. Apparemment on est sur un gros roman, je sais pas combien il fait de pages, mais on doit être sur un pavé énorme et on doit être sur du contemporain chinois, tu vois. La littérature asiatique de manière générale, c'est pas un truc qui m'attire. Honnêtement, un roman recommandé par Mao Zedong, franchement ça m'intéresse encore moins. Et vu le résumé qu'on a, je vais pas y aller. Mais si jamais ça vous intéresse et que vous connaissiez pas, écoutez, c'est cadeau. Le livre suivant a l'air extrêmement bizarre, je viens de lire le début du résumé, ça m'a l'air très bizarre. Donc ça s'appelle Le Maître et Marguerite, sorti en 1940, écrit par Mikhail Bulgakov, donc c'est un roman soviétique qui parle de Moscou. Mais la particularité de ce livre, c'est que donc Mikhail Bulgakov l'a écrit entre 1927 et 1940 et est décédé en 1940, et donc le livre a été terminé par son épouse Elena Sergeyevna Bulkova. J'écorche les noms, c'est sûr, je suis vraiment
Désolée. Voilà, et alors le début du résumé est très bizarre. L'action principale du livre a lieu dans le Moscou des années 1930 où Satan se manifeste sous l'identité d'un mystérieux magicien nommé Wolland, accompagné d'une troupe hétéroclite composée de fantaisistes cabotins fagotos, alias Kokokiev, du chafoui et bavard chat noir, Behemoth, du tueur Azolzello et de l'impudique sorcière rousse Ella. Ça a l'air très chelou, je sais pas ce que ces gens avaient fumé pour écrire ce truc, mais ça m'a l'air très bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça particulièrement bizarre. Écoutez, voilà. Le numéro 13, c'est pareil, on est sur un livre écrit pour moi sous acide ou sous je sais pas quoi, mais un délire comme ça, puisque c'est Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles, sorti en 1865. Honnêtement, je n'aurais pas dit que c'était aussi vieux. De qui déjà? De Lewis Carroll, évidemment. Et donc il s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires, ce qui est le cas aussi du Maître et de Marguerite et du Rêve et du Papillon Rouge que j'ai cité juste avant, je sais plus si je vous les avais dit, mais bref. Alice au Pays des Merveilles, j'ai tenté de le lire. Et franchement, cette histoire de je grandis, je mange un gâteau, je rétrécis, je bois une boisson, je rends... Non, ça m'a gonflé. Vraiment, ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens. J'ai pas du tout accroché. Après, le Disney Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un Disney que j'ai beaucoup vu et que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais petite. Ça joue peut-être aussi, mais vraiment, j'ai essayé de lire la version de Lewis Carroll et j'étais en mode, mais qui est-ce qu'il a fumé? Genre vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Les univers fantastiques, oui, les créatures fantastiques, oui, la magie, etc., oui. Mais là, pas qu'Alice qui prend des champignons, hein. Enfin, à un moment donné, je veux dire, l'auteur, je sais pas qu'est-ce qu'il avait fumé, et j'ai du mal à comprendre comment un livre pareil, sorti fin 1800, a pu devenir un classique pour les enfants. Comment tu peux accepter que tes enfants lisent un livre dans lequel le personnage principal mange tout et n'importe quoi, boit tout et n'importe quoi, et enfin, il suit un lapin, enfin c'est perché quand même, enfin je comprends pas, vraiment, j'ai du mal à comprendre comment ce livre a pu devenir un classique, comment les parents ont pu laisser faire ça, enfin je comprends pas, vraiment j'ai beaucoup de mal, mais écoutez, il en faut pour tous les goûts. Le numéro 14, c'est Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, autrement dit le tome 1 du monde de Narnia, écrit par C.S. Lewis, qui s'est vendu à plus de 85 millions d'exemplaires et sorti en 1950. J'ai lu ce livre-là, j'ai lu plusieurs tomes de cette saga et au bout d'un moment je me suis arrêtée parce que l'écriture de C.S. Lewis ou la traduction, je ne sais pas, mais j'arrivais plus à lire, vraiment ça me demandait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de concentration, c'était beaucoup trop difficile à lire pour moi, et mon cerveau est matrixé parce qu'en fait, avoir du mal à lire de la fantasy adulte, why not? Avoir du mal à lire un classique, why not? Avoir du mal à lire du Tolkien qui réunit les deux, why not? Mais à 20, 25, 30 ans, avoir du mal à lire un livre jeunesse à cause de l'écriture, je me sens très con en fait, et j'y arrive pas. Au bout d'un moment, je me dis putain, mais je suis débile, j'arrête de lire quoi, vraiment. Donc j'ai arrêté de lire la saga, j'ai adoré les films c'est toute mon adolescence, comme Harry Potter, vraiment. Mais les livres, j'ai pas réussi. Voilà, vraiment, ces livres-là, cette écriture, je butais vraiment sur chaque phrase quasiment, c'était très compliqué à lire pour moi. Et c'est un peu loufoque quand même, hein, avec cette espèce de lion qui parle, cette espèce de léprechaune, etc. Ça part un petit peu quand même dans tous les sens, on va pas se mentir. Et même si j'avais vu les films et que je connaissais l'histoire, j'avais énormément de mal à imaginer le truc, à me le représenter. Ouais, non, j'ai pas réussi à lire la saga au complet, mais j'ai lu ce livre-là, en tout cas qui est cité, donc voilà. Le 15e et le dernier pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter là. Donc c'est Elle, ou alors en anglais c'est She, A History of Adventure, donc de Henry Rider Haggard. Et sur le site, il n'y a pas l'année, mais sur Wikipédia, oui je suis désolée, ma source c'est pas franchement ouf, mais bref, c'est écrit que c'est un livre sorti en mode feuilleton publié dans les journaux, ce qui est le cas de Don Quichotte par exemple que j'ai cité tout à l'heure, ou même d'autres livres, il me semble même que Tolkien a fait ça à un moment donné. Mais la date de sortie que j'ai ici en France c'est 1920 et en VO je l'ai vu tout à l'heure apparemment c'est 1887. Voilà. Donc en gros ça a été publié dans The Graphic entre octobre 1886 et janvier 1887 et peut-être que dans le courant de l'année ils ont sorti la version roman, je ne sais pas, en tout cas c'est à ce moment là que ça a été
écrit. C'est un roman d'aventure et ça a été vendu à plus de 83 millions d'exemplaires pour ces livres-là, enfin, parus pour une première fois dans des journaux et puis ensuite en bouquin. Je sais pas si on parle du nombre d'exemplaires vendus du livre ou des journaux, tu vois, parce que c'est pas parce que t'as acheté le journal que t'as lu le truc, mais en même temps, ceux qui ont lu le journal, enfin ceux qui ont acheté le journal ont peut-être lu cette version-là. Enfin, bref, je sais pas, c'est assez bizarre de calculer ce truc-là, je pense, mais je vais au moins vous lire le début du résumé. Dans l'introduction du roman, l'éditeur affirme tenir celui-ci d'un ami à lui qui lui confia le manuscrit annoté. Celui-ci demanda dans une lettre de le publier s'il le souhaitait. Il lui enjoignit toutefois de changer son nom et celui de son fils adoptif ainsi que de tous les éléments concernant leur identité. C'est ainsi que le roman, ils sont réceptivement appelés elle, Horace Holly et Léo. Horace Holly, narrateur du roman, reçoit la visite de son collègue Vincey. Celui-ci, sentant sa fin proche, lui raconte l'histoire extraordinaire de sa lignée et lui confie une malle en fer à remettre à son fils, Léo Vincey, le jour de ses 25 ans. Holly doit en outre s'engager à devenir le tuteur de Léo et à veiller à l'éducation de celui-ci. La malle en fer sera ouverte à la date prescrite. Bon, le résumé est encore extrêmement long, mais je ne vais pas tout vous lire parce que vraiment c'est très long. Ça, c'est tout le résumé. Voilà, beaucoup trop long. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, mais le résumé est beaucoup trop long, je peux pas tout vous lire. Je connais pas du tout ce roman, et franchement, selon le nombre de pages qu'il fait, peut-être que je l'achèterai, peut-être que je me renseignerai. À voir. Vraiment à voir. Et en fait, c'est ce que je vous disais, donc là je vais m'arrêter pour cette vidéo là. Je pense que je referai au moins une ou peut-être deux autres vidéos comme ça pour la suite de cette liste, histoire d'arriver vers les 50 premiers en vidéo, peut-être. Et peut-être que je ferai aussi les années à partir de 2000, 2001, 2002, peut-être parce que là, le livre le plus récent que j'ai cité, c'est le J.K. Rowling sorti en 97. J'ai vu honnêtement dans la suite de la liste, il y a le tome 2, le tome 3, etc. qui sont pour certains sortis dans les années 2000 aussi. Mais il y a très peu de livres sortis récemment qui sont dans cette liste-là parce qu'ils sont encore trop récents pour avoir été vendus à autant d'exemplaires. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi ça m'intéresse d'aller voir par exemple en 2010, quel est le livre de 2010 le plus vendu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Si vous pouviez me le dire en commentaire, franchement, ce serait cool. Sachant que si vous me le dites rien, je partirai du principe que je fais ce que je veux et je le ferai très probablement. Bref, si vous voulez réagir en commentaire pour autre chose, n'hésitez pas. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.